Donc, bienvenue, bonjour, et puis je suis très heureux aujourd'hui de vous faire la présentation du rapport de la Maison-Blanche comme neige, bien sûr. Admirez mon sarcasme. Puis je prends 2 secondes pour vous parler de ça. En fait, c'est que la Maison-Blanche en général ou le gouvernement de Trump fait toutes sortes de trucs qui sont contestés de part et d'autre, qu'on soit pour ou contre. En fait, c'est pas ça l'objectif. Mais selon, à mon avis, le fait que Trump fait beaucoup de niaiseries ou beaucoup de choses contestées ou controversées entache beaucoup la Maison-Blanche au sens large, ce qui fait que quand il y a des affaires intéressantes ou intelligentes qui sortent de la Maison-Blanche, ben, ça peut être facilement jeté du revers de la main par différentes entités, institutions journalistiques, etc. Donc, c'est pour ça que je prends le temps de décortiquer ce rapport-là en bon français québécois pour que nous autres, chez nous, on soit capable de comprendre un peu puis de suivre la POC. Je veux aussi attirer votre attention sur le fait que dans la communauté du Crypto Coach, parce que beaucoup d'entre vous, évidemment, vous êtes là invités publiquement pour venir entendre tout ça, mais d'autres sont abonnés à notre communauté, ils payent un certain montant par mois qui n'est pas abusif, d'après moi. Et donc, pour ceux qui ont accès à la communauté, vous allez voir que dans la rubrique actualité, il y a un petit dossier qui s'appelle La Maison-Blanche publie des états des lieux sur les cryptoactifs. Alors, pour accéder à ça, vous vous connectez sur la communauté et vous allez voir éventuellement ici un compte-rendu, je dirais, qui est probablement assez général, mais aussi deux enregistrements qui ont été faits. Donc, j'utilise une intelligence artificielle qui permet de pouvoir prendre un rapport de 166 pages et d'en faire un compte-rendu intelligible puis assez vulgarisé. Donc, pour ceux qui comprennent bien l'anglais, ben, je vous recommande la version anglophone qui est de 60 minutes. Sinon, j'en ai une de 11 minutes 35 en français, en québécois. Et puis, ça va vous permettre de pouvoir vous faire une idée très claire. Puis, si vous, éventuellement, vous voulez partager le tout, vous pouvez télécharger ou copier le lien source ici derrière et le transmettre à vos amis. Moi, ça va me faire plaisir. Donc, ceci dit, commençons. Donc, il y a une question d'une publication d'un rapport qui s'appelle Strengthening American Leadership in Digital Financial Technology. Donc, on résume ça aujourd'hui et l'objectif de leur rapport, en fait, c'était de voir de quelle manière ils peuvent rapatrier, disons-le comme ça, parce qu'évidemment, les Américains, en général, sont assez persuadés qu'ils ont le leadership de la finance dans le monde. Par contre, il est en train d'échapper le leadership sur la finance technologique, on peut le dire de cette manière-là, ce qui implique nécessairement toutes sortes d'outils en ligne, mais la finance technologique décentralisée. Donc, ce qui s'est passé avant l'arrivée de Trump, le deuxième mandat de Trump, il y a eu un grand frein à l'innovation qui a été lancé par l'administration Biden. Et cette opération-là, elle porte le terme Choke Point 2.0, donc opération d'étranglement visant à étouffer toutes sortes d'innovations crypto. Alors, l'arrivée de Trump au pouvoir pour son deuxième mandat, il est entré en fonction en janvier dernier, ben ça a été le début, en fait, et très rapidement, il est arrivé et il a fait des executive order, donc des ordres résidentiels en faveur de la crypto-monnaie. C'est une chose aussi qui a été, je dirais, lancée en campagne électorale, toutes sortes de promesses qu'il a jusqu'à présent tenues. Et dans le cadre de ces promesses-là et de ces actes-là qui ont eu lieu dernièrement, ben, il y a des propositions de protection réglementaire, de propositions pour mieux encadrer la fiscalité et puis aussi le rôle des entrepreneurs dans tout ça. Le rapport soutient aussi que aux dernières nouvelles, le trimestre qui a été évalué en début 2025, il y a 2,5 milliards en capital risque qui a été investi dans l'industrie crypto, dans différentes initiatives, des startups, etc. Et puis, le rapport porte beaucoup de recommandations pour qu'il y ait une clarté réglementaire, une clarté aussi sur la possibilité de garder ou pas ces cryptos, d'avoir ces cryptos en main propre ou bien d'être obligé de passer par un véhicule financier comme les ETF, donc les fonds négociés en bourse. Et il porte beaucoup de recommandations aussi sur la DeFi, donc la finance décentralisée, comment ça va fonctionner. Fait que je fais un petit survol là-dessus, bien sûr. Mais avant, on va juste faire un petit tour sur les faits saillants, en fait, de ce qui nous amène ici. Donc, en 2009, il y a eu la première transaction, donc l'écriture du premier bloc sur la blockchain de Bitcoin qui a été lancée. Et dans ça, il était question, clairement, d'un acte assez subversif, si vous le voulez bien. En profiter pour faire des petites corrections. Et dans ce bloc-là était inscrit carrément en clair, ici, The Time, 03, janvier 2009, Chancellor on brink for second bailout for banks. En gros, on était à l'époque où est-ce que, je sais pas si vous vous rappelez, là, genre Occupy Wall Street, etc. On était à l'époque de la crise de 2008,
on voyait encore une fois que quand les banques, ça va bien, c'est extraordinaire, mais quand ça va mal, il faut les sauver. Donc, quand ils vont bien, ils prennent des profits. Donc, ils vont comme juicer le monde et les utilisateurs, et les citoyens en général. Et quand ça va mal, c'est l'État qui doit les sauver, qui doit les sauver. Et à ce moment-là, ben, comment ils le font? Ils le font en émettant de la dette, en imprimant de l'argent. Ben, bref, ça l'externalise, ça socialise les pertes. Fait que c'est clairement en 2009 qu'a été lancé première transaction dans le premier bloc. Et donc, c'était ni plus ni moins un défi qui était lancé à la finance traditionnelle. Plus tard, en 2017, il y a eu ce qu'on appelle une espèce d'explosion. D'ailleurs, c'est en 2017 aussi où je me suis intéressé à Bitcoin et les autres crypto-monnaies en général. En 2017, entre mai et décembre, il y a eu un bull run, donc un marché haussier où est-ce que ça a monté extraordinairement. Ça a été assez phénoménal. Et des ICO. Qu'est-ce que c'est des ICO? Ça a été des Initial Coin Offerings. C'est ni plus ni moins la possibilité d'acheter des tokens sur un projet qui n'existe pas encore et dans lequel tu mises. Donc, tu mises sur un projet, sur une startup, puis si jamais ça fonctionne, ben, tant mieux. Tu possèdes, dans le fond, un peu d'équité de cette entreprise-là, mais sous la forme de jetons. Donc, les ICOs aussi, ça a été une grande époque. Il y a une explosion médiatique. Bien sûr, à chaque fois que le prix monte, les médias en parlent. Il y a une démultiplication des projets et des faux projets, d'ailleurs. Puis là, il y avait une startup qui faisait des belles pages web, etc., où est-ce qu'on pouvait, genre, s'émoustiller devant un projet et puis dire, je vais acheter des tokens dans le cadre d'un ICO, justement. Et puis, tranquillement, pas vite aussi, devant l'abus de plusieurs joueurs là-dedans, qui en profitaient pour s'en mettre plein les poches en faisant des faux projets. Il y a eu tranquillement, pas vite, l'apparition des premières régulations qui, somme toute, étaient flou parce que fondé justement sur des institutions de régulation qui datent de vraiment longtemps et qui se fondent sur des lois qui viennent de très loin. Alors, on va y revenir plus tard. Donc, qu'est-ce qui est arrivé ensuite de ça? En 2022-2023, ça a été la crypto grande noirceur. Donc, il y a eu la chute de Terra Luna, FTX, Celsius. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la Caisse de dépôt et placement au Québec a en général perdu beaucoup d'argent dans ce contexte-là. Et elle avait misé sur un Celsius, là, qui est ni plus ni moins un échange. C'est un intermédiaire dans le milieu des crypto-monnaies où est-ce que justement la valeur est censée se transiger sans intermédiaire. Il y a eu une grande crise de confiance, puis c'est là aussi où l'opération Choke Point 2.0 sous Biden battait son plein avec des poursuites en justice qui s'initiaient notamment envers Ripple et plusieurs autres. Et bref, le milieu gouvernemental et institutionnel s'en donnait à cœur joie pour essayer de tuer dans l'œuf cette espèce d'émulsion-là, d'intérêt du public de plus en plus grandissant pour les cryptos. En 2024, on a eu Trump qui a fait sa campagne électorale, donc l'année des grandes promesses, fondée justement sur, il voulait faire des États-Unis le hub crypto. On voyait bien à ce moment-là que c'était Dubaï qui devenait tranquillement pas vite l'espèce de paradis des investisseurs et des entrepreneurs en crypto. Et donc, clairement, Biden a fait fuir tout ce beau monde-là ailleurs, à Shanghai et puis Dubaï. Et puis là, ben, l'objectif de Trump, c'était de ramener tout ce beau monde-là. Et puis, ça a été là aussi, en janvier 2024, que la Securities and Exchange Commission, la SEC ici, a approuvé la première, auprès de 14 entreprises qui avaient fait des demandes, la possibilité de pouvoir émettre des fonds négociés en bourse adossés au prix du marché du Bitcoin, donc ce qu'on appelle le ETF Spot Bitcoin. Donc, ça a été un relent, je dirais, tranquillement, pas vite, même si Trump n'était pas au pouvoir à ce moment-là, il reste que, par la force des choses, il y a eu quand même des lueurs d'espoir pour le milieu de la crypto. Et là, en 2025, au moment où Trump était au pouvoir, ben, il a finalement mis en œuvre ses différentes promesses, c'est-à-dire l'adoption du Genius Act. Le Genius Act, c'est le déploiement d'un cadre clair pour les stablecoins privés. Et c'est là aussi qu'il y a eu l'arrivée de 2,5 milliards de capital risque. Donc, parce que soudainement, c'était plus clair, ben, les investisseurs, les gens, les entrepreneurs en général étaient moins frileux. Et c'est là aussi qu'on a vu une adoption institutionnelle en forte croissance, notamment aux États-Unis. En 2025, on a vu des fonds de pension commencer à s'exposer à la valeur de Bitcoin. Puis, il y a aussi deux, accessoirement, là, je le mentionne, parce que le rapport parle de ce projet de loi-là, là, Clarity Act, mais c'est présentement passé à la House of Commons, donc la Chambre des représentants, et c'est maintenant en cours de modification et d'études pour pouvoir aller plus loin au Sénat. Donc, on a aussi un vote en Chambre du côté d'une loi anti-CBDC. Je vais y revenir tantôt sur le CBDC.
Fait que c'est aussi l'année où la Maison-Blanche fait un rapport. Puis ce qui est intéressant avec ce rapport-là, c'est que ça fait état des joueurs dans le marché, donc de l'écosystème, qui fait quoi. Un marché de scènes en 2009, vraiment de scènes. Tu sais, un Bitcoin, ça valait des scènes. Et il y en a qui se sont achetés des pizzas pour 10 000 bitcoins à cette époque-là, là, en 2010. Là, vous voyez un peu le genre. Et c'est un marché de scènes qui est passé à des milliers de milliards de dollars en 2025. Donc, quand on parle de trillion en anglais, on parle de milliers de milliards. Là, puis vous m'excuserez, là, parfois c'est un petit peu mélangeant entre le français et l'anglais. Là, c'est comme, faudrait régler ça, les amis, là, entre l'anglais et le français, billion puis trillion, qu'est-ce que ça veut dire là? Mais en tout cas, en français, on va dire des milliers de milliards. On a aussi une diversité des acteurs, donc les émetteurs qui peuvent émettre justement des jetons, des tokens. Les sexes, ça n'est pas bien sûr une capsule sur la sexualité, bien sûr, mais les sexes, c'est les Centralized Exchange. Ça veut dire que si vous allez par exemple sur ShakePay, Bitcoin, Coinbase ou Binance, ce sont des lieux où vous pouvez changer des dollars canadiens ou américains contre des tokens, des jetons en particulier, que ça peut être Bitcoin, Ethereum, Solana, etc. Il y en a 14 millions, donc libre à vous. Mais puis je sais quand même à le dire, je suis pas là pour vous donner des conseils financiers, mais juste pour vous expliquer l'écosystème géopolitique, comment ça fonctionne. Donc, les échanges centralisés, les DEX, qui sont les échanges décentralisés. Donc, la manière que ça fonctionne, c'est que tu n'as pas d'entité centrale. C'est ni plus ni moins un lieu où est-ce que qui marche de manière automatique selon un protocole informatique. Et puis, des endroits aussi où une finance décentralisée peut avoir lieu, c'est-à-dire la création de contrats intelligents qui gèrent des prêts entre des utilisateurs, où est-ce que des gens peuvent emprunter des sous envers d'autres personnes, etc. Bref, il y a beaucoup de services qui existent du côté de la finance décentralisée parce que Bitcoin et la blockchain a apporté initialement cette possibilité-là. Et bon, évidemment, il y a des acteurs comme des investisseurs, des développeurs, et on s'est posé la question aussi, le rapport se pose la question sur est-ce que les développeurs doivent être tenus coupables des applications qu'ils créent? Parce que si, par exemple, un développeur crée un mélangeur, un mixeur, par exemple, pour pouvoir brouiller les pistes éventuellement sur la blockchain pour savoir d'où viennent les flux monétaires, ça peut être tout simplement un utilisateur en bout de ligne qui utilise son logiciel pour pouvoir avoir plus de vie privée. Ça n'est pas nécessairement quelqu'un qui veut faire de l'évasion fiscale ou du blanchiment d'argent. Et dans ce contexte-là, est-ce qu'un développeur est coupable par la banque d'avoir contribué à créer un service monétaire dans lequel il n'y aurait pas toutes les réglementations, par exemple, connaît ton client, des règles sur l'anti-blanchiment d'argent, évasion fiscale, etc. Fait que, bref, ça l'adresse aussi cette partie-là, parce que les développeurs ont commencé à développer de moins en moins un code source ouvert dans les derniers mois, dernières années, parce que justement la chasse aux sorcières du gouvernement Biden à l'égard de l'industrie crypto a vraiment fait peur à certaines personnes. L'activité maintenant, tu sais, ça fait peur aussi quel genre d'activités qui sont couvertes, qui sont à être couvertes par la réglementation, c'est-à-dire l'émission, la négociation, la garde, qui possède les tokens en question, et la tokenisation des actifs aussi. Si on décide de co-détenir ensemble une valeur mobilière, par exemple une maison ou pourquoi pas une toile, un Picasso ou quoi que ce soit, de morceler, de fragmenter tout ça pour qu'on ait tout un petit bout de la propriété, mais comment ça se gère tout ça? Ça couvre aussi les risques, la cybersécurité, bien sûr. Quand on garde pour le compte de quelqu'un d'autre des cryptos, c'est quoi nos responsabilités par rapport à ça? Quelles sont aussi les assurances en lien à ça? Tu sais, je veux dire, si moi, je suis un gardien de crypto, mais je me fais hacker, puis je me fais voler toutes les cryptos que je garde pour le compte d'autres personnes, est-ce que c'est assurable? Est-ce que la FDIC est capable de pouvoir, c'est une entité aux États-Unis qui justement assure les banques jusqu'à une certaine concurrence de risque. Donc, il y a aussi tous les risques de confidentialité. Qu'est-ce qui est confidentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas? La vie privée sur les blockchains et les transactions. Et puis, les risques de fraude. Ne rien faire dans ce milieu-là, ne pas intervenir, ne pas permettre aux acteurs bienveillants de pouvoir offrir des services, c'est de laisser les gens ou toute la demande pour les cryptos en proie à des fraudeurs. Et malheureusement, on est beaucoup sur l'appel à connaître des gens qui ont vécu des choses comme ça. Et ce rapport-là couvre aussi l'écosystème des actifs numériques, donc d'un point de vue normes et standards. Donc, les contrats intelligents, comment ça fonctionne, qui gère ça, quantum computing, etc. Et j'ai des petites définitions ici, par exemple, ISO. Vous avez déjà entendu parler des normes internationales, ISO. Donc, ISO s'en mêle présentement justement pour qu'il y ait des normes de contrats intelligents, qu'il y ait des contrats, la manière de pouvoir coder des contrats intelligents dans le monde décentralisé fasse quand même allusion, ça peut être approuvé par une certaine une entité qui supervise la qualité, on pourrait dire des choses. Il y a aussi le National Institute for Standards and Technology aux États-Unis, qui est un organisme qui
relève du département du commerce qui joue un rôle central dans l'élaboration des normes techniques aussi. Donc, c'est bien beau de dire on va jouer dans la crypto, mais tout ça, c'est très technique. Alors, il y a aussi la réglementation qui s'en vient de ce côté-là. Et puis, il y a aussi l'entité qui fait référence à la cryptographie post-quantique. Donc, il y a vraiment une entité qui s'intéresse à savoir quand est-ce que le quantique va pouvoir péter Bitcoin, par exemple. Donc, il y a des gens, des institutions qui se penchent là-dessus présentement. Maintenant, au niveau de la structure des marchés, le rapport fait état aussi de la structure du marché, c'est-à-dire la tripartition des jetons. Puis ça, c'est super intéressant. Puis c'est le nerf aussi des conflits dans lesquels on était dernièrement. Par exemple, quand on crée un token, est-ce que c'est une marchandise, donc un commodity token? Est-ce que c'est un titre, hein, comme détenir des actions de Tesla, par exemple, security token? Ou bien c'est tout simplement un token utilitaire, donc par exemple, c'est un token qui prend pas de valeur, qui en perd pas, un token qui a la propension de valoir $1 américain, par exemple, comme les stablecoins. Ben ça, c'est comme une nouvelle patente à gosse qui est arrivée dans l'écosystème dernièrement, et ça fait que on avait une espèce de monde bipolaire où est-ce que la Securities and Exchange Commission ici s'intéressait à savoir si, par exemple, telle patente à gosse, hein, nommons-le comme ça, financière, appartenait à la marchandise ou au niveau des titres. Donc, à partir du moment où c'est considéré comme un titre, ou une action, si vous voulez, à ce moment-là, ça appartient, c'est dans la juridiction de la Securities and Exchange Commission, alors que la CFTC, elle, s'occupe des commodities. Qu'est-ce que c'est une commodité? Une marchandise, par exemple, de l'or, c'est une commodité. Alors, on avait besoin d'un certain arbitrage du Congrès par rapport à ça, parce qu'il y avait des patentes à gosse numériques qui tombaient du ciel, qui tombaient de l'innovation, qui arrivaient, puis qui se catégorisaient pas, quand tout. Et ce qui est super intéressant, c'est que ce rapport-là arrive avec des normes très, très claires pour savoir de quoi il s'agit. Et c'est là aussi qu'on doit rappeler à quel point nos lois et nos manières de catégoriser les actifs numériques en général dataient de 1933. Alors, il était temps qu'on puisse adresser ça, parce qu'on s'adressait à un monde qui catégorisait des actifs du monde physique et ou les produits dérivés. Mais à partir du moment où est-ce qu'on est dans le numérique, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est toutes sortes de questions que le rapport pose par rapport à ça. Et aussi, ça couvre les défis de la fragmentation juridique, hein, parce qu'une patente à gosse qui tombe entre deux chaises, ça peut aussi tomber dans plusieurs juridictions. L'absence de cadre fédéral complet par rapport à ça. Donc, les clashs entre certaines lois américaines au niveau des États versus au niveau fédéral. Et puis, bon, évidemment, ça faisait ce rapport-là fait un appel clair au leadership américain sur la régulation. En gros, faut agir vite sur la régulation parce que c'est important. Parce que dans un monde où est-ce que les règles sont pas claires, on ne peut pas savoir si on peut innover ou pas. On peut pas. Ça dépend de est-ce que je suis en train de prendre un risque en tant qu'entrepreneur pour vouloir innover avec toutes ces innovations-là possibles. Si je le fais pas dans le cadre de la loi, est-ce que je suis un hors-la-loi? Donc, évidemment, il y avait beaucoup d'incertitudes par rapport à ça. Le rapport fait aussi le tour de l'univers des banques et des actifs numériques, la relation entre les actifs numériques, donc les tokens, les bitcoins, etc., versus les banques. Qu'est-ce que ça mange en hiver, tout ça? Quelle est la responsabilité d'une banque? Peut-elle offrir des actifs numériques à ses membres et clients, whatever? Donc, dans ce cas-ci, l'administration Trump a mis fin au SAB 121. Dans le fond, c'était une note comptable qui avait été envoyée aux banques en disant, si jamais vous voulez offrir des crypto-actifs à vos clients, rappelez-vous une chose, si vous offrez un Bitcoin aux clients et que le Bitcoin vaut 150 000 $ canadiens, vous devez, en fait, dans ce cas-ci, 100 000 $ américains, vous devez vraiment avoir en provision 100% de cette valeur-là en dollars américains en arrière. Et donc, ça voulait dire que les banques étaient obligées de suivre le coût du marché et de s'assurer de toujours avoir la bonne quantité de cash en arrière pour backer le fameux Bitcoin. Donc, c'était un frein qui avait été mis volontairement à l'époque de Biden. Et puis ça a été levé quand notre protagoniste Trump est arrivé au pouvoir. Ça a été aussi la fin du mépris initial, le début des collaborations concrètes. Donc, il y avait beaucoup de poursuites en justice de la Securities and Exchange Commission à l'égard de certains échanges, des endroits comme Coinbase, Binance, etc. Et ça a été une fin à ça. Et puis, depuis ce temps-là, les banques sont plus libres, ils se sentent plus à l'aise d'explorer les possibilités de garder des cryptoactifs pour le compte de leurs clients, d'accepter des paiements qui sont tokenisés, peut-être même aussi de créer aussi entre elles de la correspondance bancaire, de s'envoyer des messages plutôt que d'envoyer des messages de transfert de valeur qui, en bout de ligne, ne sont garantis que par les clearing houses, un paquet d'intermédiaires entre elles. À ce moment-là, ils peuvent commencer à utiliser
des valeurs qui sont garanties à être rares et uniques par l'entremise d'une blockchain. Donc ça, c'est intéressant. Les prêts aussi, qu'en est-il de leurs épargnants qui veulent arriver et dire, moi, je veux emprunter de l'argent en cash pour me payer une maison, est-ce que je peux mettre mon Bitcoin en échange, etc. Bref, c'est tout ça qui est adressé aussi dans ce rapport-là. Très intéressant de voir que ça bouge de ce côté-là. L'opération Choke Point 2.0 a été donc annulée clairement par Trump. Et ce qui est intéressant, c'est que cette opération-là a jamais été nommée comme telle à l'ère Biden. Tout le monde savait que ça existait, mais personne ne l'appelait d'une certaine manière. Et le rapport nomme clairement l'opération Choke Point 2.0. Fait que c'était comme un espèce de truc non dit à l'ère de Biden où est-ce que les joueurs savaient qu'ils devaient agir dans une direction de sorte à étouffer l'industrie crypto. Et finalement, tout ça, ça a été annulé. Ça lève aussi l'attention, ça attire l'attention aussi sur les défis, donc le capital réglementaire, l'accès aux services, les assurances limitées. Donc, qu'est-ce qui se passe quand les banques interagissent avec des cryptos, justement, est-ce qu'elles sont assurables? Et jusque dans quelle mesure? Donc, ça, c'est en train de se préciser aux États-Unis présentement. Ceci dit, j'ouvre une parenthèse, au Canada, on est un petit peu à la bourre par rapport à ça, un peu en arrière, en retard. Et puis, des recommandations aussi sur la neutralité technologique, la clarté des chartes. Fait qu'en bout de ligne, si on légifère puis on fait de la réglementation, c'est important de nommer les choses de manière neutre technologiquement, parce qu'évidemment, on voudrait pas se peinturer dans le coin en disant Bitcoin. Faut pas appeler un chat, faut l'appeler par sa catégorie. Donc, il s'agit d'un chat qui est un abyssin, par exemple. Donc, dans sa catégorie. Alors, les différents actifs, de ne pas se peinturer dans le coin des noms de blockchain ou des trucs comme ça, parce que ça peut bien évoluer. Puis, au niveau réglementaire, puis au niveau juridique, ça peut être problématique quand on est trop précis par rapport à ça. Donc, c'est de légiférer sur des principes plus que des technologies qui sont nommées comme telles. Ensuite de ça, au niveau des stablecoins, puis ça, c'est très intéressant. Vous voyez dans la petite image que j'ai faite, là, en fait, c'est que là, il s'est passé quelque chose d'assez hallucinant dernièrement, là, et je sors un peu de l'analyse du rapport parce que l'actualité le démontre bien, mais les États-Unis sont en train de doubler et de reprendre leur vigueur au niveau de leur statut de réserve monétaire mondiale par l'adoption d'un nouveau projet de loi ici qui s'appelle, en fait, c'est la loi Genius, c'est le Genius Act. Donc, le Genius Act, ce qu'il fait, c'est que il réglemente les stablecoins. Et les stablecoins, dans le fond, c'est des jetons, donc des tokens. C'est la crypto-monnaie, dans le fond, qui ne vaut rien d'autre qu'un dollar américain. Alors, comment on fait ça? On émet un jeton, puis en arrière, dans la banque de l'entreprise. Ah, tiens, on a une nouvelle arrivée. Alors, comment on fait ça? C'est que dans le compte de banque de l'entreprise, derrière, on va backer, dans le fond, l'émission du jeton numérique par la valeur d'un dollar qui va vraiment être dans le compte de banque de l'entreprise comme tel. Donc, cette loi-là, Genius Act, qui a été adoptée, soit dit en passant, ça fait pas très longtemps, ça fait même pas un mois et demi, et elle jette les bases d'un cadre réglementaire très clair, où est-ce que c'est vraiment, il y a une tension dans le fond toujours entre les risques et l'innovation. Donc, cette loi-là vient réglementer de quelle manière on peut faire les choses en mitigeant le plus possible les risques et en ne freinant pas l'innovation. Il y a aussi cette relation-là qui existe. Bon, évidemment, le rapport parle de rejeter les CBDC. Pour ceux qui se joignent à nous et qui sont nouveaux dans ce milieu-là, les CBDC, c'est les Central Bank Digital Currency. Fait qu'en gros, c'est des crypto-monnaies qui sont émises par une banque centrale. Et donc, à partir de ce moment-là, on a la monnaie programmable. Ça, c'est extraordinaire. Exemple, on peut aller au café du coin de la rue, puis payer notre café 5$. Et au moment où est-ce qu'on choisit de donner du tip, là, le tip est envoyé automatiquement au portefeuille du barista. Ensuite de ça, la TPS, la TVQ est envoyée automatiquement aux agences de revenus concernées. Et puis même que l'entreprise peut aussi automatiquement envoyer une partie pour provisionner pour ses propres impôts ou bien même le faire directement auprès du fisc. Alors ça, là, c'est la programmation des flux monétaires. Ça n'est possible que par les crypto-monnaies. Ça n'existe pas, ça, dans le monde numérique faké par les banques d'aujourd'hui. Les banques d'aujourd'hui nous créent de l'argent numérique et nous donnent un accès numérique à la monnaie physique. Mais dans les faits, ce que ça vient faire, un projet de monnaie numérique de banque centrale, c'est de faire en sorte que la banque émet de manière native des dollars qui sont numériques sous forme de cryptoactifs. Et ça veut dire que par la suite, on peut suivre tous les flux monétaires. Alors, le gouvernement Trump se positionne, pas juste le gouvernement Trump, mais l'ensemble
de la Chambre des représentants se positionne contre cette idée-là qu'il y ait des monnaies numériques de banque centrale, parce que ce qui est dangereux dans tout ça, c'est que quand tu as une banque centrale ou quand tu as un gouvernement, tu pourrais techniquement avoir accès à toutes les transactions. Donc, on pourrait savoir que Francine, ici sur l'appel, est allée à la SQDC s'acheter du pot. Donc, c'est problématique. On veut quand même une vie privée par rapport à nos transactions. Donc, je ne dis pas que Francine achète du pot, bien sûr, mais il reste que le fait que ce qu'on achète, ça nous regarde. Déjà que Google Pay, Apple Pay, plein d'entités qui ont la main sur nos informations transactionnelles. Il reste que ça reste dans le milieu privé et ça reste dans le secret privé. Et que pour éventuellement faire en sorte qu'un État ou un gouvernement puisse rentrer dans ce milieu-là, ben là, ça demande des accès qui sont autorisés par la Cour, etc. Donc, c'est pas simple de pénétrer dans la vie privée de quelqu'un au niveau financier. Alors que dans un monde de monnaie numérique de banque centrale, où est-ce que il y aurait une entité centrale qui aurait accès à toutes les transactions de tout le monde, ben ça devient problématique. Alors, pour ces raisons-là, le rapport fait état du fait qu'il est question de rejeter complètement le concept de monnaie numérique de banque centrale. Ce qui revient à l'idée que s'ils proposent, en fait, ils ont carrément accepté la mise en place des stablecoins. Les stablecoins, c'est un peu l'opposé de la monnaie numérique de banque centrale. Le stablecoin est une crypto-monnaie émise par une entreprise privée, comme si, par exemple, votre banque émettait sa propre monnaie. Et puis, la monnaie numérique de banque centrale, elle devient une monnaie publique, si vous voulez. Pas publique au sens de domaine public, mais au sens de le gouvernement peut mettre son nez dedans. Donc, le stablecoin, c'est l'équivalent de monnaie numérique de banque centrale. Ça peut faire la même chose. C'est la monnaie qui est programmable, mais elle n'est pas... elle demeure privée. Elle offre une certaine confidentialité. Fait que voilà. Ensuite de ça, évidemment, ça couvre tous les paiements transfrontaliers. Donc, les stablecoins sont vus comme la solution. Vous voyez comment ça prend du temps, éventuellement, envoyer de l'argent à l'autre bout du monde par des systèmes. Je ne sais pas si vous faites des télévirements, vous avez utilisé le système SWIFT. les correspondants bancaires font ça. Il est question de genre de 3 à 5 jours ouvrables pour envoyer des sous à l'autre bout de la planète. Donc, pour ça qu'il y a des entreprises privées qui le font plus rapidement aussi. Mais avec les stablecoins, on est capable de pouvoir offrir ça de manière instantanée, ou presque. Donc, ça devient très intéressant. Donc, et puis, il reste que, quand on parle de leadership, en fait, c'est qu'en votant, en mettant en application cette loi-là, Genius Act, ça vient baliser le contexte dans lequel on peut émettre des stablecoins. Et donc, les stablecoins sont maintenant permis, alors que les monnaies numériques de banque centrale vont être proscrites. Oui, c'est un move qui est pro-secteur privé, mais d'un autre côté, c'est pro-vie privée aussi des citoyens américains. Et ça fait aussi qu'avec les stablecoins, il y a déjà plein de monde partout dans le monde qui utilise ça. Directement, d'un crypto-portefeuille à un autre, d'un téléphone portable à un autre. Alors, déjà, les stablecoins étaient en train de concurrencer, si vous voulez, le dollar bancaire ou numérique simulé par les banques. Fait que donc, les États-Unis ont décidé de vraiment miser tout là-dessus, pendant que l'Europe, pendant que les BRICS, tout le monde essaie de créer leur propre crypto-monnaie à eux. Donc, les BRICS, encore une fois, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud et j'en passe, avec le système BRICPay ou Mbridge, qui est ni plus ni moins un système SWIFT entre les institutions financières pour s'envoyer, dans le fond, des balancements commerciaux. Et puis, éventuellement, aussi, une monnaie numérique de banque centrale ou la Central Bank Digital Currency de la zone européenne. La zone euro. Alors, les États-Unis sont vraiment en train, là, ce qu'ils viennent de faire cet été, là, ils viennent de shifter complètement tout le monde et ils vont probablement garder l'hégémonie. Pour aller plus loin dans le rapport, il y a une section qui couvre la fiscalité des actifs numériques. Donc, le code fiscal était inadapté à la réalité des cryptos. Exemple, par exemple, un exemple que je peux vous donner, vous avez un compte chez Binance, OK, un échange centralisé, puis là, soudainement, sur votre compte, vous recevez des airdrops, c'est-à-dire qu'on vous parachute des crypto-monnaies que vous n'avez jamais demandé. Techniquement, c'est l'acquisition d'une crypto-monnaie, d'une valeur, et puis vous pouvez avoir un gain capital là-dessus qui doit être déclaré. Mais vous ne savez même pas que vous avez reçu cet argent-là. C'est comme si on vous envoyait une carte cadeau dans votre boîte postale, puis qu'on considérait que c'était un gain capital, puis qu'on vous disait « Ah, tu n'as pas déclaré ton gain capital, ton gain... Et vous de répondre, c'est parce que j'ai jamais ouvert ma boîte postale, je savais même pas que j'avais une carte cadeau dedans. Donc, il y a des aberrations dans le code fiscal qui existe aux États-Unis et d'ailleurs au Canada, qui sont adressées à travers ce rapport-là et des recommandations sont portées aussi.
Donc, justement, le besoin urgent de créer des lignes directrices pour l'IRS, qui est l'équivalent de l'Agence Revenu Canada, là-bas, et de créer des réformes législatives en ce sens-là. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où du monde qui ont fait de l'argent avec la crypto, puis qu'ils se disent, ouais, ben là, aux États-Unis, on va se faire imposer de 50% sur notre gain capital, je suis peut-être mieux de sacrer mon camp au El Salvador, ou est-ce qu'ils vont pas m'imposer pendant tout sur mon gain capital, sur mes cryptos? Bref, il y a du monde qui s'en va ailleurs, Dubaï et d'autres endroits qui m'échappent, mais l'idée, c'est si on veut garder ces valeurs-là aux États-Unis, mais l'idée, c'est que l'agence de revenus là-bas s'adapte en fonction de ça. Clarification aussi du staking. Donc, si moi, j'ai des jetons, j'ai des cryptoactifs et que je veux les mettre mettre en garantie dans un système de mise en garantie, justement pour la validation des transactions sur un système proof of stake. Je peux faire, dans le fond, des revenus. Je peux faire des intérêts, si vous voulez, en plaçant cette valeur-là entre les mains de gens qui vont s'en servir pour faire fonctionner un réseau. Le wrapping, c'est l'équivalent d'avoir un Bitcoin qui est malheureusement incompatible avec l'univers de Ethereum ou Solana, etc., dans des endroits qui sont beaucoup plus propices à la programmabilité. Donc, de prendre un Bitcoin puis de wrapper, donc vraiment de le vautrer dans un token qui, lui, est compatible au niveau technologique avec ces environnements-là. Donc, avec un wrap BTC, on est capable de pouvoir faire du profit avec la finance décentralisée, chose que tu peux pas faire directement avec ton Bitcoin parce que le Bitcoin est une vieille technologie. Ethereum est arrivé, Solana, etc., sont arrivés pour pouvoir pallier à ça. Donc, on peut wrapper le passé dans une bébelle plus récente pour pouvoir la rendre plus compatible avec un univers de finance décentralisée. Donc, le wrapping, comment ça marche au niveau fiscal, etc. Les NFT, hein, si j'achète un NFT, genre, je sais pas moi, un dessin qui a été cristallisé sur une blockchain, puis je dis que ça prend de la valeur, je fais un gain capital, quand est-ce que je suis imposé là-dessus, les prêts, les gains, les pertes, etc., sur toutes les transactions. Bref, ça doit être clarifié. Alors, le rapport pose des recommandations à cet effet-là. Et donc, on peut s'attendre à ce que dans les prochains mois, prochaines années, l'IRS se positionne clairement par rapport à ça. Et ça va peut-être être inspirant aussi pour nos agences de revenus ici au Canada et au Québec. Le rapport aussi prône la reconnaissance d'une nouvelle classe d'actifs. Donc, on en parlait tantôt. Hein, c'est-tu un security token ou un commodity token? Donc, ça appartient-tu au monde de la SEC ou la CFTC? Qui gère les deux univers entre les actifs intangibles, le monde des valeurs mobilières, et le monde des actifs tangibles comme l'or et les poches de riz. Voyez-vous? Alors, donc, il est clairement question de créer une nouvelle classe d'actifs qui s'appelle le Utility Token. Donc, on tombe vraiment dans l'innovation, puis encore une fois, là, les règles fiscales doivent s'adapter. Et ça propose aussi une réserve stratégique de Bitcoin pour les États-Unis. Donc, encore une fois, il est question que ça arrive. C'est une promesse électorale. Ça fait l'objet éventuellement de divers comment il appelle ça, des ordres présidentiels, mais en même temps, ça doit faire l'objet de lois. Et donc, c'est en cours, ça s'en vient, et vous pouvez vous imaginer que éventuellement la Maison-Blanche va voter, le Sénat va entériner tout ça, et il y aura clairement l'idée que aux États-Unis, on est capable de pouvoir stocker de la valeur et dans l'or et dans le pétrole, mais aussi dans le Bitcoin. Donc, c'est quand même une reconnaissance très grande envers Bitcoin comme un refuge, une valeur refuge potentielle, qui, soit dit en passant, devient de plus en plus une valeur refuge au fil du temps. Le rapport propose aussi plusieurs statistiques intéressantes. D'abord, allons-y. 68 millions. Ça, c'est le nombre d'Américains qui détiennent des cryptoactifs. Pas étonnant aussi que Trump a gagné ses élections en s'intéressant à ces gens-là. Ce qui n'est pas anodin quand même. Alors, là-dessus aussi, je pense qu'il y avait 72% des détenteurs de cryptoactifs qui ont voté pour Trump, selon les sondages. Donc, c'est vraiment un move intelligent qu'il a fait pour gagner les élections. Est-ce qu'on en souffre ou pas? Ça, c'est une autre question. Les choses certaines, c'est que c'est un Américain sur 5 qui détient des cryptoactifs. Le nombre de détenteurs de cryptoactifs a passé de 35 millions à 68 millions, donc en 5 ans. Ça a comme plus que doublé, en fait, presque doublé, pardon. Malgré les incertitudes réglementaires qui étaient mises en place par le gouvernement Biden. Une autre statistique intéressante, 60%, donc 60% de chute d'utilisation des cryptoactifs comme moyen pour faire des crimes financiers. Donc, on se rend compte que ça a vraiment baissé. Donc, ça a passé de 34 à 14 ou 12% pour les transactions qui sont aujourd'hui associées à des activités illicites comme le financement des activités terroristes, le blanchiment d'argent, l'évasion fiscale, etc. C'est comme si les gens se sont rendus compte, ou les gens, les malfaiteurs, se sont rendus compte que c'est pas une bonne idée d'utiliser des cryptoactifs parce que ça laisse des traces indélébiles, voire même un peu débiles.
Alors, donc, ça contredit totalement le mythe persistant comme quoi la crypto serait un outil privilégié par les criminels. Donc, si jamais vous voyez encore une fois un journaliste parler de ça dans les médias, rappelez-lui donc qu'il y a des rapports qui prouvent le contraire maintenant. Et ces rapports-là, le rapport de la Maison-Blanche, fondent quand même sur des rapports de grandes firmes comme Chainalysis, etc., qui, elles, vont carrément écumer au complet le web, la blockchain, etc., pour trouver ces informations-là. Une autre donnée intéressante, 35% des investisseurs mondiaux seraient américains. C'est quand même pas rien, hein? C'est plus d'un tiers. Donc, on est capable de faire ça en évaluant, en fait, les activités sur les plateformes centralisées. Et les États-Unis demeurent le pays avec le plus grand volume d'activités crypto au monde, avec une concentration notable des innovations et des investissements. Donc, l'objectif du gouvernement Trump est d'aller consolider cette position-là, déjà, au niveau des investisseurs. 50% il y a 50% d'adoption institutionnelle. Donc, ce qu'on voit, c'est que les gestionnaires d'actifs en général, tu sais, les BlackRock de ce monde, les fonds de pension, etc., ceux-là qui prennent votre argent de vos fonds de retraite, puis leur but, c'est de le faire fructifier, ben, il y a plus de 50% des gestionnaires qui disent intégrer les cryptoactifs dans leur portefeuille. Si c'est pas déjà le cas, ils ont l'intention de le faire d'ici 2026. Donc, ça, c'est très intéressant. Ça c'est significatif. C'est-à-dire que les gens commencent à comprendre que ça mange en hiver, ces actifs-là. En quoi c'est intéressant? C'est juste de la spéculation puis du casino, ou bien c'est quelque chose de vraiment là pour rester. Donc, c'est intéressant de ce côté-là. La demande pour les produits d'investissement réglementés, par exemple, les ETF Bitcoin, les fonds négociés en bourse, adossés à Bitcoin, au cours du Bitcoin, et fonds indiciels, etc., explose depuis l'approbation des premiers ETF spot depuis début 2024. Ensuite de ça, autre donnée intéressante, 2,5 milliards. Donc, c'est l'argent qui a été investi dans les startups liées aux actifs numériques aux États-Unis. Donc, c'est un chiffre qui vient du premier trimestre 2025. Et ça représente une hausse de 30% par rapport au trimestre d'avant. Hein, juste 30% par rapport au trimestre d'avant. C'est pas par rapport à l'année d'avant. C'est juste comme genre la période de octobre, novembre, décembre de 2024. Donc, c'est incroyable de voir à quel point ça va en explosant. Et ça, c'est pas étranger au fait que Trump a été élu à l'automne dernier, puis qu'il est rentré en fonction en janvier dernier. Donc, ça témoigne d'un regain de confiance dans l'écosystème Web3. Donc, le Web3, c'est tout ce qui comporte une blockchain. Ensuite de ça, autre chiffre intéressant, 10 milliards, c'est la croissance de l'écosystème et des volumes. Donc, on a des volumes de transactions sur les blockchains qui ont explosé. Par exemple, les stablecoins, dont j'en parlais tantôt, là, les USDT, donc c'est Tether, qui est une entreprise privée qui crée un token qui a la valeur d'un dollar américain. Donc, ça a dépassé 10 milliards de dollars en volume de transactions en 2023. Et ça a dépassé Visa. Okay? Puis, petite parenthèse que je rajoute, qui n'était pas dans le rapport, parce qu'on vient de voir ça, Bitcoin vient de dépasser une capitalisation de Alphabet, donc l'entreprise derrière Google. C'est quand même pas rien, là. Il se passe des affaires. Ensuite de ça, la part des actifs numériques dans les portefeuilles institutionnels a bondi, favorisé par des cadres réglementaires plus clairs et l'arrivée de produits financiers comme les ETF. Ça. Autre chiffre intéressant, 33 milliards par mois. Ça, c'est la quantité de fric qui s'échange dans les plateformes décentralisées. Quand même intéressant. Donc, pas des plateformes centralisées comme Coinbase, Binance, ShakePay ou Bull Bitcoin, quoi que ce soit. Vraiment des plateformes décentralisées. C'est pas beaucoup, c'est entre 33 milliards dans un marché de 2500 ou 2300 milliards. Mais il reste que c'est intéressant de voir ça se dérouler en moyenne par mois. Donc, c'est quand même du fric. On a aussi une valeur totale verrouillée dans ces protocoles de finances décentralisées-là, qui est autour de 180 milliards. Donc, c'est avant de se stabiliser autour de 70 à 80 milliards. Donc, c'est de l'information intéressante qui se passe sur les plateformes décentralisées. Puis, je pense que ce qu'on peut voir, en fait, c'est que c'est en évolution depuis 2025. Alors, autre chiffre intéressant, x3. Donc, c'est le nombre de banques, qui décident de s'exposer d'une manière ou d'une autre ou d'offrir des services en lien avec les crypto-monnaies. Aux États-Unis, 70 banques américaines qui le font. Et ça, c'est un chiffre qui a triplé depuis 2 ans. Vous allez me dire, c'est pas vraiment compliqué de tripler en 2 ans quand on est rendu, on était, je sais pas moi, à moins de 25 banques, il y a 2 ans, mais il reste que ça montre une croissance fulgurante. Ça montre aussi que les banques sont intéressées par ce milieu-là puis qui ont plus peur. C'est ça aussi qui change énormément la donne.
On a 200 millions par mois. Donc, ça, c'est les blockchains publics. C'est le nombre de transactions par mois qui ont lieu sur des blockchains comme Ethereum, Solana, Polygon, BNB Chain, etc. Donc, tous les réseaux confondus. Bitcoin, j'imagine aussi. Donc, vous avez une augmentation. En fait, ça démontre que c'est utilisé. Ensuite de ça, on a plus de 25 000 dApps. Qu'est-ce que c'est les dApps, en fait? Je vais prendre faire une petite pause là-dessus pour expliquer la différence entre une application, une application, une app et une DApp. Imaginez Napster. Je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque, là, mais Napster, c'était un centre de rencontre entre du monde qui avait des MP3 et du monde qui voulait des MP3. Et le jour où ils ont voulu faire fermer les Napster parce que ça piratait la musique des ayants droit, mais ils ont juste eu besoin d'un ordre de la course, ont débarqué avec genre la CIA, le FBI, puis je sais pas quoi, là, puis ils ont fait freeze, puis ils ont fermé les serveurs dans un bureau à quelque part. Et ça y est, l'application était neutralisée, il ne se passait plus rien. Mais imaginez si Napster avait été décentralisé à ce moment-là. C'est-à-dire que pour pouvoir faire fermer Napster, il aurait fallu prendre les 52 millions d'utilisateurs de Napster qui avaient toute une application qui roulait dans leur propre téléphone et qui roulait en réseau avec toutes les autres. Et que tout le monde était à la fois l'offre et la demande. Tout le monde passait un petit bout de leur espace disque sur leur téléphone ou leur ordinateur pour héberger des MP3 pour les autres. Donc ça, c'est une application décentralisée. Il aurait fallu me prendre 52 millions d'utilisateurs de Napster puis les foutre en prison pour faire fermer l'application. Donc, les applications décentralisées, c'est ni plus ni moins des applications qui fonctionnent en réseau sur une blockchain et que même si on prend une de ces... Il n'y a pas de maillon central, un endroit où on peut faire fermer l'application. Donc, et ce sont des cas d'usage super intéressants comme les jeux, l'identité numérique, le stockage, etc. Fait que, bref, en gros, et puis c'est là-dessus que je vous laisserai pour cette analyse-là, avant qu'on ouvre les micros. Donc, il s'agit d'un avenir simplifié et prometteur. Puis je fais une allusion aussi à ce que notre ami Justin Trudeau nous disait quand il était élu, là, de Sunny Ways. Sunny ways, my friends, sunny ways. Donc, serait-ce cela, les Sunny Ways? Mais c'est un rapport qui insiste sur le potentiel immense des actifs numériques, qui met aussi l'emphase sur le fait que les États-Unis d'Amérique ont accusé un retard à l'époque de Biden, que là, présentement, le potentiel, en fait, ne peut exister qu'à condition de mettre à jour le cadre légal dans lequel on joue. Et puis, le rapport invite bien sûr le Congrès à agir rapidement pour mettre en place des recommandations de ce rapport-là pour éviter de perdre davantage la dimension compétitive des États-Unis par rapport à ça. Et entre-temps, depuis que le rapport a été écrit, la loi Genius Act est venue au monde et ça positionne clairement les bases pour pouvoir émettre des cryptoactifs, donc des stable coins, qui, disons-le franchement, sera la monnaie numérique de demain. Et ça ouvre toutes sortes de questions du genre, qu'est-ce qui va se passer avec ça? Je veux dire, si les stablecoins américains inondent le monde entier à travers les téléphones de tout le monde, puis que le monde commence à s'échanger la valeur, qu'adviendra-t-il de notre dollar canadien? C'est une question que je laisse en suspens. Vous pouvez éventuellement télécharger ce rapport-là si vous voulez. Je vais vous le montrer ici. Donc, on va le copier, puis je vais vous le mettre dans le clavardage. Si jamais vous voulez télécharger ce rapport-là, vous allez avoir du fun, comme moi, en toute la fin de semaine. Et puis, si vous voulez m'écrire, c'est à travers hello@cryptocoach.me. C'est une présentation qui est faite par CryptoCoach. C'est la plateforme d'éducation et la communauté de pratique que j'ai mis sur pied. Alors, je vous remercie énormément. Puis, si jamais vous avez des questions, c'est le temps parce que je vais ouvrir les micros. Merci à tout le monde.